On regarde la télévision. Dans quelques instants, arrêt sur image. C'était à Miami en 1964. Au fait, un type né à Louisville en 1942, champion du monde des poids lourds, tu reconnais? Ah oui, Marcel. Mais non, à Louisville, je te dis, un Américain. Ben oui, qui aimait Edith Piaf. Mais non, un jeu de jambes nerveux. Ben ça y est, Marcel Cerdan. Cassius Clay, Mohamed Ali, regarde l'esprit du sport, Jacqueline. Remuez-vous. L'esprit du sport, dimanche 14h30 sur la 5e. Ça s'appelle Les Enfoirés au Grand Rex. Alors je vous mets le CD et la vidéo. Moi je crois que c'est le mieux, prenez les deux. En tout cas c'est pour les Restos du Cœur, c'est sûr. Tester, raisonner, c'est aussi au 36 70 15 30. Certains vous vendent des fenêtres sans le moindre conseil et vous promettent que tout ira bien. Ben voyons. Chez La Paire, vous trouverez le nouveau catalogue gratuit et les conseils dont vous avez besoin. Bonsoir, bienvenue à Arrêt sur Image, l'émission de télévision qui va vous aider à mieux lire la télévision. L'image de la semaine, vous l'avez certainement vue, même si vous l'avez déjà oubliée, c'était celle-ci. On regarde maintenant le nombre d'appels pour les 100 logis. Pendant ce temps-là, Muriel S, un tout petit point rapide sur ce qui s'est passé ce soir. Vous m'entendez, Jean-Pierre? Oui. La mobilisation est toujours aussi forte après 2 heures d'antenne. Nous allons... Voici donc le 100 logis, tel qu'il apparaît à de nombreuses reprises dans ces 90 minutes pour l'action, la nouvelle émission humanitaire de TF1 que nous avons vue mercredi soir. Un 100 logis, disons plutôt le pictogramme d'un 100 logis, un peu à la manière SNCF, le sigle d'un 100 logis, la représentation industrielle d'un 100 logis, pensée, fabriquée, mise en scène par un logiciel en pilotage automatique. Sur l'écran, il semble se partager entre les projecteurs et les ténèbres. À l'extérieur, regardez la nuit. Au centre, les projecteurs de TF1 lui rendent les couleurs, la chaleur et peut-être la vie. À l'inverse d'autres images, cette silhouette, sous sa palette trouée, ne cherche pas à nous émouvoir. Elle vise seulement à nous rappeler notre émotion d'il y a un instant. « Ah oui, c'est vrai, il y a aussi les 100 logis !» nous disons-nous machinalement quand elle apparaît. Courbant la tête, se relevant, en un interminable va-et-vient mécanique entre l'humiliation et le redressement, cet exclu de synthèse revient tout au long de la soirée, lutter, sans grand espoir, contre notre oubli et notre éternelle indifférence. Bonsoir, c'est le deuxième numéro d'Arrêt sur Image, tous les samedis, 18h sur la 5e. Nous nous arrêtons, nous prenons le temps de revoir ces images que vous avez peut-être déjà vues. Nous essayons d'y apporter une différence. Cette émission est enregistrée tous les vendredis soirs dans les conditions du direct. Les émissions humanitaires, elles ont fleuri cette semaine à la télévision, sur France 2 puis sur TF1. C'est pour ça que nous avons invité Ronnie Broman. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez il y a peu encore le président de MSF, Médecins sans frontières. Vous les avez vues, ces émissions? Eh oui, je les ai vues, oui. Un sentiment général, avant qu'on y revienne? Je suis affligé. Oula, ça commence bien. Ronnie Broman. Vous n'avez pas été associé? Non, non, MSF a refusé. Moi, je ne suis plus le président d'MSF, mais de toute façon, il était hors de question que... Ça fait 10 ans qu'en fait, on en parle, 10 ans que régulièrement, je vois. J'ai vu Pascal Brogniot, il y a 7 ou 8 ans, qui était déjà venu en parler. Déjà, à l'époque, j'étais contre, j'ai pas changé d'avis pour des raisons qui n'ont été que confirmées par ce que j'ai vu. Ronnie Broman, on sent bien que vous êtes prêt à démarrer au quart de tour. On vous demande un petit peu de patience dans votre colère. Laurence Lacour, bonsoir. Bonsoir. Vous continuez d'être l'enquêtrice, la Sherlock d'Arrêt sur Image. Quand nous avons des questions, eh bien, vous allez dans les chaînes de télévision pour essayer d'apporter des réponses. Cette image stylisée du SDF dont parlait Daniel Schneiderman à l'instant, d'où vient-elle?
Cette image a été fabriquée à partir de plusieurs diapositives qui ont été assemblées pour donner ce mouvement que l'on voit à l'antenne. Pascal Brognaud de TF1 affirme, la productrice de l'émission, affirme que c'est un véritable SDF. C'est une photo d'un SDF qui a été prise dans un endroit quelconque, qui est prise dans son univers, c'est-à-dire un appentis assez misérable. Mais il n'a pas été possible de récupérer les diapos en question pour pouvoir les voir dans leur version originale ce soir. Et que doit-on comprendre de cette impossibilité ? Difficile d'interpréter, soi-disant, c'est pas l'image la plus importante de l'émission. Bénéfice du doute alors. Bénéfice du doute. Alain Raymond, bonsoir. Alain Raymond de Télérama, faut-il dire. Vous aussi, vous êtes venu cette semaine avec votre marché d'images, ce qui vous a frappé, ce qui vous a intéressé, ce que vous allez épingler, le cas échéant. Les 7 d'or, la cérémonie? Oui, ça se peut, oui. Ça se peut bien, nous verrons, Oui, oui. hein, un peu suspense. Les 7 d'or, Kathleen Evin de la Tribune va en parler tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a frappé ou mis en colère dans cette cérémonie? Eh bien, ce qui m'a frappé, c'est que ce n'était pas de la politique. C'est pour ça que je m'y suis intéressée, puisqu'on rentre dans une campagne politique, forcément, et on est envahi par les images politiques. Et puis, vous savez, il y a ce discours sur la politique qu'on véhicule, auquel je suis très sensible, puisqu'on dit tout le temps les hommes politiques sont déconsidérés, sont des malfaisants. Les vraies valeurs se trouvent dans la société civile. Donc, je me suis dit, cette semaine, les 7 d'or, c'est la société civile. C'est la quintessence même de la société civile. C'est là où il faut aller chercher les valeurs intellectuelles, de rigueur morale. Je ne sais pas pourquoi tout le monde rit. Oui, non. Voilà, bah alors je me suis dit, je vais regarder et enfin, je vais me sentir mieux. Et j'y ai vu des visages sur lesquels on pouvait lire tout ça. Eh bien, nous allons les voir, ces visages, évidemment, avec d'abord peut-être Jean-Pierre Elkabbach. Qu'est-ce que je vais dire comme ça vite fait ouais. Après, je me demande pourquoi il y a des gens qui sont jaloux. Oui, alors, pourquoi devrait-on être jaloux? C'est pas le problème. Oui, c'était surtout l'image d'après. Il aurait fallu s'arrêter un peu dessus. On va s'arrêter, elle va revenir. C'était Christine Bouzrenal assise à la gauche de Jean-Pierre Elkabbach. C'était la puissance et la gloire. C'était le bonheur d'être là. C'était un regard... Christine Bouzrenal est constituée. C'est la femme de Roger Hanin qu'on voit au dernier plan. Qui était le seul représentant de TF1 d'ailleurs. Mais je trouvais que dans ce plan-là de Christine Bouzrenal et de Jean-Pierre Elkabbach, il y avait un vrai regard de propriétaire sur ce qui se passait à ce moment-là. Soit dit en passant, Kathleen, on peut être puissant et manger du chewing-gum quand même. Oui, elle mâchait du chewing-gum, oui, mais je pense que ça allait bien avec les 7 d'or. C'est la contre-plancher qui fait un peu ça, non? Le côté propriétaire, c'est pris par en dessous. Ben oui, c'est peut-être un hasard, mais je trouve qu'il y a une... Ils sont chez eux, quoi. C'est une seconde de vérité, quand même. Alors, autre gros plan, nous sommes passés d'un président à l'autre. Il y avait l'actuel PDG, président de France Télévisions, et il y a eu son prédécesseur qui, entre-temps, a été nommé président du CSA, Hervé Bourges. Puis sur la 2 via M. Bourges, puis de continuer via M. Elkabbach, comme ça je suis serein, ça je suis tranquille, j'ai cité les deux, je suis peinard, et non plus de penser... Voilà, qu'est-ce qui vous inspire là? Et ben là, c'est la déontologie, quoi. L'apothéose de la déontologie, ça se voit. Ça tient à quoi alors? Ça tient à cette... Oui, c'est une sorte de paix de l'âme intérieure, je pense, qui lui donne ce regard paisible sur cette petite assemblée. Pas tellement paisible, hein. Regardez, il regarde sur le côté, là, il cherche quelque chose, là. Hein. Oui, à mon avis, il cherche par qui il va commencer, je crois. En tout cas, Nicole Avril a l'air particulièrement épanouie sur cette image, hein. On ne sait pas pourquoi. Oui. Peut-être parce qu'elle écrit pour la télévision, donc elle est là, elle est bien. Jack Lang n'est plus ministre de la Culture, on le rappelle. Et quel pourtant, dommage. Il était encore là, cette cérémonie. Merci. Merci pour tout, je suis très touché. Oui, alors là, c'est quand même un peu plus triste, quoi. Enfin, on sent le poids des responsabilités qui s'est éloigné, on sent le regret, mais on sent aussi l'espoir qui pointe, inventer demain, peut-être. C'est dans la façon d'applaudir? Oui, mais une chose qui m'a frappée, c'est qu'il n'est pas à la place d'honneur. C'est quand même la première fois qu'on voit Jack Lang quelque part et pas à la place d'honneur. Moi, j'ai même eu un cœur au cœur au début, j'ai cru qu'il n'y était pas. Je guettais dans l'assistance, je me disais, Jack Lang n'est pas là, c'est insensé, qu'est-ce qui se passe? Et heureusement, voilà, ce plan que vous avez réussi à voler, mais c'est le seul moment où on le voit, je crois. Alors, c'est absolument le seul moment où on le voit, ce qui montre qu'il y a une reconversion. Enfin, comme il dit d'ailleurs, j'ai beaucoup changé, je suis un autre homme, on ne le voit qu'une fois. Il est là en invité, là. Hein. Il est pas. Il est là parmi les autres. Par rapport aux deux plans précédents, on sent le type qui n'occupe pas une place centrale. Hein. Alors, en tout cas, le ministre en place ce soir-là, c'était le petit Nicolas. Oui, Nicolas est là. Je vous ai regardé hier soir. Je me suis trouvé très bon. Oui, alors là, c'est une vraie tranche de vie parce que ça se lit sur son visage. Mais qu'est-ce que je fais ici?
Ah oui, vous trouvez, oui. Oui. Il est extrêmement malheureux, comme il est bien élevé, il rit, mais il est extrêmement malheureux. Et il est obligé de rire, bien sûr, parce qu'il est un imitateur. Donc, oui, donc on rit, pas... on rit. Mais les hommes politiques ont une très longue habitude. Plus on les brocarde, plus on leur jette des seaux de fumier à la tête, plus ils rient. C'est normal. C'est curieux, moi. Ça fait partie du jeu. Je vois tout le contraire dans cette image. Je vois un immense plaisir d'être là. Et un plaisir presque enfantin, en fait. C'est un enfant, là, que j'ai sous les yeux. Alors, Alain Raymond ? Je suis un peu de l'avis de Daniel Schneiderman. Il était ministre du budget, porte-parole, il est porte-parole d'Edouard Balladur, et le voilà ministre de la communication. Il se retrouve d'un coup dans le sein des saints cathodiques, et effectivement, il a un côté ravi de la crèche là, qui me frappe un peu. Vous pensez qu'il est content? Il est, je sais pas, il y a une transubstantiation dans son regard parce qu'il est sous le regard des caméras au milieu de tous ces gens prestigieux qui sont effectivement Hervé Bourges, Jacques Lang. Ce sont deux interprétations. Si on en croit vos avis divergents, il joue bien son rôle qui est masqué quand même, donc on ne sait pas très bien ce qu'il pense finalement. Vous avez encore une image, Kathleen? Eh bien oui, la dernière qui à mon avis exprime réellement ce qu'ont été ces 7 d'or et ce qu'est la télévision générale. Voyons. Tout près de nous, nous aimons rire ces chansons. Henri Sagnier, pour ceux qui auraient eu un peu de mal à le reconnaître, Henri Sagnier qui était venu sans son vélo. Voilà, directeur de la rédaction de France 3. Moi, je trouve ça vraiment plaisant de voir quelqu'un avec toute sa fraîcheur, s'amuser comme un enfant. Oui. Alors lui, effectivement, par rapport à Nicolas Sarkozy, lui, il est content d'être là. Et il est ravi et il a passé une très très bonne soirée. Et vous ne vous moquez jamais de lui en diffusant? Jamais. D'ailleurs, j'ai passé une très bonne soirée en le regardant tous. Kathleen, vous n'aimez pas Casimir? C'est-à-dire que ça me rappelle un peu mon enfance. Et bon, lui aussi, apparemment. Oui, mais on n'en a pas gardé le même souvenir. Ce qui me frappe sur cette image, si je puis dire, c'est la bande-son. C'est quand même extraordinaire. Il y a les poètes derrière, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis tout le monde chante faux. Les cornes de brume, des matchs de football. Et... Alors, Alain Raymond, pas la Marseillaise. Il chantait faux et c'était pas la Marseillaise. C'est assez curieux. Alain Raymond, vous aussi, donc, vous avez choisi de nous parler, de nous montrer cette cérémonie des 7 d'or. Qu'est-ce qui vous a frappé? La presse s'est beaucoup intéressée au côté injuste et scandaleux, invraisemblable des votes, la razzia, le hold-up du service public sur les 7 d'or. Moi, ce qui m'a plus frappé, c'est le spectacle que j'ai vu, dont on vient d'avoir un aperçu d'ailleurs, là à l'instant, avec Casimir et Henri Sagnier, mais c'est cette salle au Moulin Rouge. Et on voit bien, c'est l'image, la première image que je voulais montrer, mais où tout le monde se fout éperdument de ce qui se passe, sur la scène, où on est en train de distribuer, paraît-il, des statuettes, avec cette bande de Canal qui... Voilà, il y avait une table turbulente. Voilà, qui l'année d'avant avait fait un peu sensation en mettant un peu d'ambiance. C'était un peu rigolo. Alors cette année, c'est plutôt pathétique. J'ai un peu trouvé ça pathétique. J'arrive. On laisse terminer la chanson. Qu'est-ce qui vous paraît pathétique? Je sais pas, cette ambiance entre les tribunes du PSG, du stade ces trucs de Nouvel An derrière bistrot, de gens un peu éméchés comme ça, de trucs qu'on envoie des farandoles de partout. C'est peut-être parce que le PSG va pas si bien que ça? J'en sais rien. Vous me posez des questions que je ne sais pas la réponse parce que moi, le sport, je ne suis pas très doué. Et donc ça vous paraît complètement hors de propos? Oui, ça c'est une image emblématique, si je puis dire, de ce qu'a été toute la soirée. Ces gens qui sont réunis, on ne sait pas trop, pour boire un coup, apparemment entre eux, entre copains, etc., qui font la fête, qui poètent, effectivement. Et voilà, c'est ça l'image de la télévision. Moi, j'ai trouvé ça assez... En même temps, c'est assez... Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils avaient fait la même chose l'année dernière, quasiment la même chose, et l'année dernière, c'était mieux passé. Voilà. C'est-à-dire, on avait trouvé ça plutôt rigolo, plutôt sympa, plutôt inattendu, parce que c'était inattendu. Et en fait, je pense qu'ils se sont mis en tête de le refaire cette année, puisque ça avait marché l'an dernier, et là, ça passe plus. Il ne faut jamais refaire. Parce que ce qui était spontané devient du coup fabriqué, et ça devient effectivement insupportable. Ils avaient un côté impertinent, mauvais garçon, l'image qui est un peu Canal, avec les guignols et tout. Alors que là, ils en ont fait vraiment trop. Il y a une chose pire, c'est qu'ils ont été moins vulgaires que ce qui se passait sur la scène, donc leurs effets ont été totalement coupés. Là, le concours entre les deux, je ne sais pas qui a été le plus vulgaire, très sincèrement. En tout cas, il y a un caractère de fête obligatoire. C'est le costume pour les 7 d'or. Un caractère de fête obligatoire, et du coup, dès qu'on veut être sérieux, ça passe plus. Oui, alors c'est l'autre image que j'ai choisie, qui est extraordinaire, c'est que dans cette ambiance totalement dérisoire, où tout le monde se moque de tout, et on se demande bien pourquoi on distribue ces statuettes, il y a quelqu'un qui a plutôt une image de rigolo, Bruno Mazur, qui a un 7 d'or, qui vient sur le podium recevoir son 7 d'or. D'ailleurs, on lui réclame, la table de Canal lui réclame un calembour. Un calembour, voilà. Et lui, tout d'un coup, il veut être sérieux. Ouais. Et alors, il se passe ceci. Je voudrais rappeler que si on peut dire une petite chose sérieuse,
une seconde. Moi, j'aimerais bien rappeler ce soir... Vas-y, Bruno. Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais rappeler simplement qu'il y a des pays où les journalistes se font flinguer quand ils essaient de faire leur métier. Voilà, on voit le geste de Patrick Chen. De Patrick Chen qui comprend tout d'un coup que lui, il est de la même chaîne en plus, si je peux dire, que Bruno Mazur. C'est lui qui est en train de saboter ce que Bruno Mazur essayait de dire. Alors j'ai trouvé ça tout à fait symptomatique. Le service des sports de France 2 vient de recevoir un 7 d'or. Ils ont fait un tuto dans les coulisses en chantant la chanson mémorable que nous venons d'entendre. Et ils reviennent un peu, effectivement, comme des arsouilles, enfin genre la danse des canards. Là, qu'on voit, bon. Et puis le pauvre Bruno Mazur qui essaye d'être sérieux, de dire quelque chose... pour une fois d'échapper à sa propre image d'amuseur, il est pris à contre-emploi lui-même et réintroduit dans ce monde de guignol et de vulgarité et de bêtises dont justement il voulait montrer qu'il ne faisait pas partie. Et je trouve ça assez symptomatique de toute cette soirée et au-delà même de la télévision. C'est un assez bon modèle de ce qu'est la télévision un peu tous les soirs, où il y a ce mélange un peu de vulgarité, de sublime, et tout ça s'annule un peu. Alors voilà pour les 7 d'or, dire qu'on n'aura peut-être même pas l'occasion d'en reparler l'année prochaine. Moi je trouve ça triste. C'est bien triste. En tout cas, moi je me reverrais bien les images d'Henri Sagnier, pas vous? Allez, pour la route. Allez, 2 secondes pour le plaisir. Ah, c'est très frais, vraiment, c'est très frais. Kathleen Evin, vous allez nous parler chiffon également. Chiffon particulier d'ailleurs. Oui, puisque dans ma quête éperdue pour fuir la politique, je me suis retrouvée sur Paris Première à regarder ces merveilleuses émissions de mode et j'ai vu le défilé de Jean-Paul Gaultier et ça a fait tilt parce que je me suis dit, mais voilà, c'est la fin, c'est la suite logique. Voyons comment ça fait tilt. Oui. Le défilé Jean-Paul Gaultier va commencer. Tanner! C'est des Amazones écuyées, écuyées et... Donc ce sont, voilà, oui, c'est un mélange de ça, c'est un petit peu l'inspiration. Donc les cadres noirs, saumure, etc. Revus avec un côté légèrement, qu'on peut dire, western. Retour du cuir, j'ai fait plein de cuir, ça faisait des années que j'en avais pas fait et puis là je l'ai fait plein de cuir noir avec des jupes un peu d'Amazon, plus courtes devant et plus longues derrière et puis voilà, des vestes structurées, assez épaulées. Alors quel est ce déclic que vous avez eu, Kathleen? Pour moi, c'est une suite logique. C'est-à-dire, on a vu des représentants éminents de l'humanité se livrer à des petites facéties comme ça, au 7 d'or. On a vu beaucoup de politiques aussi. Et puis, on se dit à la fin, mais pourquoi ils ne s'habillent pas comme ça, quoi? Ils seraient tellement mieux dans leur rôle. Vous les imaginez sérieusement? Tous. Ah oui. C'est vrai? Ah oui, pendant 5 minutes, là, j'ai vu les modèles passer. Je disais, tiens, celui-là, ça irait bien, machin, tiens. Voilà. Ça vous paraît le comble de la... À qui vous donneriez la cravache? Ça dépend des sondages. C'est le comble de la décadence pour vous, ce défilé Gaultier? C'est la dérision, la dérision. Je crois que ça va bien avec l'époque. C'est-à-dire, lui, il doit regarder la télé aussi. Il les voit tous faire les gugus comme ça. Il se dit, finalement, pourquoi pas? Je devrais vendre bien dans ces milieux-là. Vous avez vu, quand on parle mode et chiffon, Schneiderman et Raymond n'ont pas grand-chose. Hein. Moi, c'est quelque chose qui me fascine à la télévision, dans les journaux télévisés, au moment des défilés. C'est toujours en fin de journal. Et c'est une figure de style. Une prouesse stylistique même pour le ou la commentateur ou commentatrice de ce défilé de mode. Et bon, moi ça me barbe plutôt, faut être franc. Mais alors, les trouvailles que doit avoir comme ça le journaliste qui fait le commentaire, à chaque fois je suis absolument ébahi. Moi je vois rien, pour moi c'est... Dites la journaliste, La journaliste, c'est plutôt la journaliste en général. Oui, en général. La journaliste. Et alors, elle voit là-dedans des choses extraordinaires. Alors elle a un bon dossier de presse, peut-être, je sais pas, des choses qui lui expliquent ce qu'on voit. C'est de la poésie, pourquoi? C'est exactement ça. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Pardon. C'est comme les matchs de foot. C'est les mêmes choses. Cela dit, là, dans les images de Jean-Paul Gaultier, on voit vraiment quelque chose. Je veux dire, même sans dossier de presse, on voit la fin d'un monde. Enfin, on voit la fin de quelque chose. Hein. Un crépuscule, terrible d'ailleurs, effrayant. Oui, assez effrayant. Daniel Schneiderman, vous également, vous arrivez avec votre sélection d'images de la semaine. Il s'agit donc de la célébration telle qu'elle a été rendue à la télé du 50e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Voilà, on parlait de ce mélange un peu permanent de tragique absolu et de dérisoire tout aussi absolu. Et moi, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé que le 25 janvier dernier, France 2 consacrait une édition spéciale de son journal de 20 heures, qui était d'ailleurs remarquablement émouvante, au cinquantenaire de la libération d'Auschwitz. Enfin, on y avait vu des choses terribles. Et 5 jours plus tard, sur la même chaîne, on reparla d'Auschwitz. Mais ce fut incidemment dans l'émission Ça se discute de Jean-Luc Delarue, consacrée aux défenseurs des animaux.
Voilà comment les images qu'on vit d'abord. C'est comme les votes, ça. Non. On est en train de faire toute une rétrospective et c'est tout à fait louable, c'est tout à fait normal. La libération du camp d'Auschwitz il y a 50 ans. Et donc moi, quand je vois ça, la propagande nazie n'aurait pas fait mieux. Elle n'aurait pas fait mieux que faire visiter les Juifs, dans quel état on les massacre. Bah, vous comparez en fait, tout à fait, c'est tout à fait comparable. Le sort de l'animal et le sort de l'homme. La planquette de veau et le pot-au-feu ou l'escalope panée non, ou excusez-moi, je ne steak mangerai saignant. pas avec des gens qui sont cannibales. Vous ne mangeriez pas avec quelqu'un avec des nazis s'il y avait du juif à table ou autre chose. Moi, je ne mange pas. Il n'y a pas de différence. Du cadavre, c'est du cadavre. Mais est-ce que vous un cadavre est un cadavre. Est-ce que... Alors les œufs et le miel, vous tolérez? Il y a des animaux qui naissent en captivité. Vous êtes d'accord? Peu importe. Ah, d'accord. Peu importe s'ils sont nés en captivité. Pour moi, il y a été question tout à l'heure des camps de concentration. Il y a aussi eu des gens... Un peu de décence quand même. Mais c'est pareil. Non, pour des gens qui ont été déportés, franchement. C'est pareil. Malheureusement, c'est pareil. Vous étiez à Auschwitz, monsieur? Il y a bien eu des naissances dans les camps, monsieur. Donc, de la même manière, on enferme les animaux. Oh là là. Enfin, peu importe. Peu importe. Un peu d'air, arrêtez. Voilà, un peu d'air, effectivement. La télé, c'est cet endroit-là, où finalement, à propos du même sujet, en 5 jours, on passe de l'évocation simplement, je le disais, très émouvante de ce que ce fut, très digne, comme l'avaient été Simone Veil et Henri Krasucki, qui étaient tous deux des rescapés et qui étaient invités du journal de 20h, à 5 jours plus tard, ça. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à ajouter. Non, ça, malheureusement, ça, je ne vois pas trop ce qu'on peut ajouter à ça, sous peine nous-mêmes d'ajouter un... Si ce n'est que c'est peut-être un dérapage propre direct, encore une fois, et peut-être un casting dans le choix des invités de ce genre d'émission. Il y aura peut-être des choses à dire. En même temps, on sent bien que Delarue essaie de tenir ses troupes, mais que c'est pas évident. Oui, Delarue, on l'a peut-être pas bien vu dans ces extraits parce qu'ils sont passés un peu vite. Hein. Delarue, il réagit à la 3e fois. Les 2 premières provocations, c'est-à-dire les 2 premières comparaisons d'Auschwitz et du sort réservé aux animaux, ça, Delarue ne réagit pas. Mais effectivement, à la 3e fois, qui se déroule 20 minutes d'ailleurs après les deux premières scènes, là, il réagit fermement. Mais Pascal parlait de casting, il faut quand même dire une chose, c'est que lorsqu'on prépare, effectivement sur les dérapages directs, mais lorsqu'on prépare ce type d'émission, les gens qui demandent que l'émission se passe bien disent surtout prenez les pires. Enfin, c'est comme ça. Donc ensuite, quand ça se déroule comme ça s'est déroulé là, il ne faut pas s'étonner. Et c'est vrai que les Guignols avaient eu là-dessus un commentaire cette semaine que je trouve parfait. On dit c'est la différence entre Antenne 2, entre France 2 et TF1, c'est qu'ils font la même chose, mais qu'après ils ont honte. C'est ça, c'est-à-dire on fait la même chose, mais après on a honte. Ce qui me frappe aussi, c'est que, je ne voudrais pas qu'on ait un courrier monstrueux de défenseurs des animaux, mais c'est vrai que souvent à la télévision, des émissions de ce genre qu'on a vues chez De Chavannes, etc., bon, c'est un sujet, hein, bateau, défendre des animaux, les végétaliens et tout, il y a souvent des dérapages de ce genre. J'ai remarqué. Pourquoi alors? Je ne sais pas. Pas forcément sur le thème. Comme dit Kathleen, parce qu'on invite les pires. Oui, mais sur le thème, j'ai l'impression comme si l'espèce de militantisme, de mysticisme, je ne sais pas comment dire, la défense des animaux rendait aveugle sur le reste. Et c'est une chose qui m'a souvent frappé. Ronnie Broman veut parler. Oui, un mot, parce qu'on y reviendra tout à l'heure aussi. Je crois que c'est la pureté. La pureté passionne, la pureté rend fou. Et les animaux, c'est la pureté. Lorsqu'ils sont maltraités, parce qu'ils sont effectivement maltraités, eh bien, ça provoque... Et il faut savoir aussi qu'il y a un courant qui est peu représenté en France, mais qui existe dans les pays nordiques, aux États-Unis, qui est l'antispécisme. On dit antispécisme. Exactement, c'est tout à fait comme on dit antiracisme. C'est-à-dire que toutes les espèces animales, finalement, le monde vivant est un. Et à l'intérieur de ce monde, nous n'avons pas à faire de choix. Nous devons respecter tout dans sa pureté. Et tout à l'heure, on parlera aussi de pureté à propos d'Haïti, je pense, et on verra à quel dérapage on peut en arriver lorsque, précisément, on se polarise sur cette pureté. Eh bien, nous y arrivons, Ronnie Broman, puisque voici donc le dossier d'arrêt sur image. Cette semaine, il concerne ces émissions humanitaires qui ont fleuri cette semaine, puisque samedi dernier, France 2 attaquait avec les ailes du désir. Et la même semaine, les ailes de l'espoir, j'étais sûre, j'étais certaine. On était sûre qu'elle ferait le lapsus. Ah, mais oui, pardon à Wim Wenders. Et donc, mercredi, vous m'avez troublé, mercredi, c'est TF1 qui proposait 90 minutes pour l'action. Ça, c'est l'ordre chronologique. Laurence Lacour, qui a copié?
Il ne faut pas parler de copiage parce que, comme le disait René Broman, ça fait longtemps que l'idée de faire une émission sur l'humanitaire est dans l'air. Il y avait à peu près une dizaine de projets qui circulaient dans les chaînes depuis 1 an ou 2 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que celle de TF1, donc 90 minutes pour agir, est une prolongation d'une séquence de perdu de vue qui s'appelait J'ai tout perdu, quand cette émission existait il y a encore quelques mois. Et moi qu'elle existe encore d'ailleurs, je n'en sais rien. Perdu de vue, je crois que ça existe encore. Pour donc ça vient du reality show en fait. Ça vient du reality show, oui. Cette séquence avait généré beaucoup de demandes et beaucoup de réponses. Et donc l'idée de Pascal Brognaud a été d'en faire une seule et même émission. Donc ça c'est pour l'origine de l'émission de TF1. Quant aux ailes de l'espoir de France 2, c'est une idée à l'origine de Jacques Antoine, à qui l'on doit notamment la course autour du monde, qui est un mélange d'exploration du monde et de découverte de l'information. Toute la jeunesse d'Alain Raymond. On doit beaucoup de choses. C'est le monsieur jeu de la télévision depuis 150 ans. Et donc, club, à l'origine, il y avait une idée comme ça, un peu un côté ludique, d'aller de pays en pays, en même temps de faire quelque chose et d'associer le téléspectateur dans une espèce de course à ce genre de choses. Alors Laurence, même si cette idée-là est dans les cartons de chacune des chaînes depuis un moment, le fait qu'elle soit mise à l'antenne la même semaine ou à quelques jours d'intervalle, est-ce qu'il y a eu une course-poursuite? Est-ce que l'une des deux chaînes s'est dit l'autre la programme, eh bien je la programme également? Non, il faut savoir que France 2 avait prévu de programmer le 24 décembre au soir cette première émission sous une version qui n'existera pas parce qu'elle coûte trop cher, qui consistait à envoyer dans un avion Fokker une équipe de journalistes qui aurait fait des sauts de puce de pays en pays sur un laps de temps de 6 semaines et pendant lesquels auraient été tournés des reportages du type de ceux que l'on a vus. Bon, cette réalisation s'est avérée trop coûteuse. Cela dit, on lui doit le nom de l'émission, Les ailes de l'espoir, et le décor aussi dans lequel on a vu... ils ont enlevé le Fokker, mais ils ont gardé la piste d'aéroport. D'aéroport. Et donc ça, c'était prévu pour une diffusion le 24 décembre. Donc si on peut dire, France 2 était un petit peu en avance. Alors Daniel Schneiderman, même idée pour les deux chaînes. Est-ce que ça veut dire même traitement? Oui, sur beaucoup de points, on va le voir. Enfin, je pense qu'il faut tout de suite dire qu'il y avait une différence de taille, une grosse différence dans ces émissions. C'est que celle de France 2 était consacrée à un seul pays qui était Haïti, à 3 œuvres et à trois responsables humanitaires, mais enfin à un seul pays qui était Haïti. Tandis que TF1, manifestement, considérait que détresse française et détresse étrangère s'équivalaient et se valaient, puisque finalement, la détresse des inondés de Charleville-Mézières et celle des petites filles philippines contraintes à la prostitution ont eu droit sensiblement au même traitement et au même temps d'antenne. Alors ça, c'était la grosse différence. Mais le reste, c'est des points communs, des similitudes. Voilà, pour le reste, quand même, elles se ressemblaient beaucoup. Hein. Oui, un tout petit peu plus de retenue sur France 2 et un petit peu plus de... Mais ils ont eu honte après. Oui, sans doute. De s'être retenus. Alors, par exemple, en quoi elles se ressemblaient? C'est que chacune avait sa star. J'ai beaucoup de mal à être assise sur une plage au soleil et à profiter de la vie si je sais qu'à côté de moi, des gens sont en train de mourir. C'est aussi simple que ça, c'est peut-être par égoïsme que je le fais. Tu avais 5 mois, moi j'avais 8 ans, donc on n'a pas été élevés ensemble et finalement on ne s'est pas connus jusqu'à très tard. C'est une catastrophe. Carole Bouquet sur le service public, Annie Dupéret sur TF1, chacune avait aussi sa star de l'église, évidemment. Alors voilà, Monseigneur Galliot qui était allé à Haïti, emmené d'ailleurs par l'équipe de France 2. Et voilà là l'abbé Pierre qui était en duplex uniquement téléphonique avec le plateau de TF1. Ronnie Broman, l'humanitaire a besoin de tête d'affiche? Non, je crois que c'est l'humanitaire médiatique, c'est la télévision humanitaire qui a besoin de stars. L'humanitaire s'en passe fort bien, ou alors quand il y a des stars, elles ne sont pas là à titre de star, mais peut-être tout simplement à titre d'être humain, ce qu'elles savent faire sans doute. Mais je pense qu'elles ont une fonction, parce que cette humanitaire électronique qu'on nous voit, cette humanité électronique qu'on nous montre, elle est frappée par une espèce de déficit. Ce n'est pas tout à fait des hommes, on va le voir à plusieurs reprises. On nous a montré des larves, pardonnez-moi, on nous a montré des gens qui sont totalement dépendants, qui sont plongés dans des espèces de mal absolu et tirés de ce mal par le bien qui est l'humanitaire, la télévision, le puissant outil audiovisuel, etc. Et j'ai l'impression que la star est là pour faire le lien, pour combler ce déficit d'humanité, pour ratifier en plus l'authenticité du drame, peut-être. Après tout, on n'irait pas mettre Carole Bouquet à la sortie d'Auschwitz. Mais si la star... Parce qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de ça. Si la star amène de l'argent, pourquoi pas? Est-ce que c'est condamnable?
Je ne crois pas que ce soit bien de faire appel à quelqu'un qui va forcément jouer la comédie, parce qu'elle ne sait pas, cette personne, Carole Bouquet ou Annie Dupéret, ou les stars en général font autre chose, ne savent pas précisément de quoi il s'agit. C'est pendant passer 3 jours à Haïti qu'on devient un spécialiste de Haïti. Donc on fonctionne sur une espèce de mensonge implicite, bon, un mensonge tassé par la bonne volonté, la sincérité des gens, qui ne sont évidemment pas en question. Mais je pense que commencer à fonctionner sur cette espèce de mensonge, fût-il un pieux mensonge, c'est malsain. Donc moi je pense qu'il faut savoir s'en passer. Carole Bouquet est quand même connue pour son implication personnelle dans un certain nombre d'associations pour la sauvegarde de l'enfance. Mais bien sûr, mais je veux dire, moi par exemple, j'ai fait un certain nombre de choses dans l'humanitaire. Je ne vois pas ce que je serais allé faire sur le plateau pour parler d'Haïti. Il se trouve que j'ai jamais mis les pieds à Haïti. On aurait pu éventuellement m'y envoyer pendant 3-4 jours. Qu'est-ce que j'aurais pu donner comme vérité que les journalistes n'auraient pas su trouver sur Haïti? Rien. Cette espèce de lien, de trait d'union me paraît artificiel. Et je trouve qu'il y a déjà suffisamment d'artifices dans ce genre d'action pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter. Mais on sait ce que répondent à ça les gens des chaînes. Les gens des chaînes disent si on prend des stars, c'est parce que les stars font de l'audience. Voilà. Et on veut faire de l'audience pour que l'émission soit efficace, pour que les gens appellent et donnent. Alors donc effectivement, que ce soit malsain, on peut en discuter, mais finalement si c'est efficace. Oui, d'abord, l'efficacité ne justifie pas tout, et puis je ne sais pas quel est le but de cette émission. Après tout, si le but d'amener des stars, c'est de gonfler l'audimat de France 2 ou de TF1, moi, personnellement, c'est pas mon but. Mon but, c'est peut-être l'action humanitaire, mais pas celui-là. En tout cas, autre point commun entre les deux chaînes, TF1 et France 2, à la télévision, la détresse se montre essentiellement en gros plan. Un verre de lait et un bol de nourriture, avec des vitamines et des protéines sous forme de viande. Je vis avec ça tous les jours et je continue. Je continue à me battre pour mes gosses. Et il faut que je tienne. Tu avais combien de clients par jour? Souvent 2. Tes clients étaient tous blancs? Oui, tous blancs. Que veux-tu faire plus tard? Je voudrais bien aller à l'école. Voilà, 3 gros plans, un petit Haïtien qui boit un verre de lait, une dame sans logis française et une jeune Philippine, le premier de France 2, les 2 autres de TF1. Pascal, je vais vous poser une colle. S'il vous plaît, oui. Vous avez vu quelque chose dans ces 3 gros plans? Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Si, beaucoup de choses, mais on va peut-être les reprendre un par un. Il y a quelque chose de particulier sur le petit Haïtien? On va essayer de se repasser le premier. Ouais. Voilà, le petit garçon est ici. Alors il y a un geste, effectivement. Kathleen Bah, parce qu'il ne boit pas. Donc il y a une main qui le pousse pour montrer que c'est bon, l'aide humanitaire. Ça veut dire qu'il doit boire devant la caméra. Oui. Mauvais casting, mauvais casting. Et cela dit, il buvait. Il a quand même du lait sur le... Oui, mais on va le voir encore une fois. Moi, je le reverrai bien encore une fois. Avant même de boire, il a du lait sur le pli des lèvres, donc on voit qu'il buvait. Il a dû s'interrompre de boire parce qu'effectivement, quand une équipe de télévision entre quelque part, c'est quand même un objet de distraction important. Et donc, on lui dit non, il faut boire. Là, il rêvait, il n'était pas là pour rêver. Il n'était pas là il jouait pas son rôle. Il jouait pas. Bon, alors cela dit, hein, il faut pas non plus. On voit le mal partout. Voilà, il ne faut pas non plus voir le mal partout. Surtout Daniel, hein, j'ai remarqué. Oui, vous savez remarqué, moi aussi. Mais non, moi, ce qui m'a surtout paru intéressant en fait dans cette image, sans vouloir dire qu'elle a été fabriquée ni quoi que ce soit, c'est que quand on a préparé l'émission, la première fois que je l'ai vue, j'avais pas vu moi la main d'adulte qui titillait le verre de lait de l'enfant. Et en fait, c'est à la 2e ou à la 3e lecture que voilà. Et j'imagine que sur la dame, la sans-logis qui suit, vous avez également une vision 2e degré? 2e degré, je ne sais pas. Là, ce que personnellement j'y ai surtout vu, c'est les traces de mascara qui coulent sur la joue et qui soulignent la détresse de cette dame. Et ce que je me dis, c'est que peut-être la télévision avait les moyens de couper ce plan. Hein.